Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire organisé par la filière G2M, dont l'objectif est de vous présenter les apports de la biologie dans l'étude des maladies métaboliques. Donc, en premier lieu, ce webinaire s'adresse à des non-spécialistes de maladies métaboliques, mais nous vous proposons cependant un sondage que vous avez vu probablement apparaître à droite sur votre écran, auquel nous vous demandons de répondre pour qu'on ait une petite idée de l'auditoire et savoir à peu près quelles sont les personnes qui sont connectées à ce webinaire. Nous serons 3 à intervenir. Donc, je suis Cécile Aquaviva, biologiste au CHU de Lyon. Je suis docteur Alain Fouillou, pédiatre au sein du Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme de Lyon. Et Jean-François Benoît, biologiste à l'hôpital Necker. Donc, nous avons préparé une présentation qui durera approximativement 45 minutes, au cours de laquelle nous allons vous présenter les différents aspects et les différents liens entre la biologie et les maladies métaboliques. Et nous consacrerons la fin de ce webinaire à des échanges et des questions, des réponses aux questions que nous vous encourageons à poser au fil de la présentation, de manière à ce que voilà, ça vienne au fil de l'eau. On n'y répondra qu'à la fin, mais voilà, on vous encourage vraiment à essayer de poser des questions quand elles vous viennent à l'esprit. Donc, voilà, dans le temps d'échange final, bien sûr, on se consacrera aux réponses à ces différentes questions et puis également à des échanges qui pourront être gérés en direct par l'intermédiaire du chat. Donc, voilà, pour l'instant, je ne vois pas apparaître de réponse au sondage. On consultera les données peut-être après au décours de la présentation, mais c'est vrai que pour nous c'était assez important dans la mesure où ça nous permet d'orienter un tout petit peu notre discours en fonction de l'origine des participants. On va peut-être commencer en projetant la présentation. Je vais commencer par vous présenter juste la première diapositive qui reprend un petit peu le plan de cette présentation. Et en effet, si de par la découverte et la description fine des différentes voies métaboliques, la partie biologique a permis d'une part la caractérisation, mais également une meilleure compréhension des mécanismes qui sont à l'origine des différentes maladies métaboliques, eh bien la biologie nous sert maintenant à pouvoir proposer et totalement intégrer dans la démarche diagnostique des maladies métaboliques, et nous allons ensuite un petit peu décliner les différentes étapes et les différents aspects de cette démarche diagnostique, d'une part par l'analyse de métabolites, l'étude de protéines et d'enzymes, et enfin la caractérisation moléculaire des défauts enzymatiques. Grâce à la biologie, nous avons également pu définir certaines approches et stratégies thérapeutiques, puisque vraiment la compréhension fine des mécanismes moléculaires à l'origine des maladies métaboliques nous a vraiment permis d'essayer d'orienter dans la majorité des cas des stratégies thérapeutiques adaptées. Et enfin, bien sûr, l'approche biologique offre des outils indispensables pour le suivi thérapeutique des patients. Donc, tout cela, bien sûr, repose sur des liens extrêmement importants et des interactions pluriquotidiennes entre les cliniciens et les biologistes qui sont vraiment des interactions indispensables à un diagnostic et une prise en charge optimale des patients. Je vais laisser la parole à Jean-François, du coup, qui va commencer la première partie de cette présentation. Très bien, merci. Donc, le concept tel que l'on connaît aujourd'hui des erreurs innées du métabolisme, c'est-à-dire de maladies héréditaires du métabolisme, nous est hérité des travaux de Sir Archibald Garrod, qui, au début des années 1900, alors que c'est un médecin, s'intéresse à la chimie et s'intéresse à une maladie qu'est l'alcaptonurie, maladie qui était reconnue pour donner des urines noires, comme vous le voyez ici, au cours du temps, avec oxydation d'un composé. Et M. Garrod a isolé des urines, un composé chimique, et pour la première fois a fait le lien entre une molécule et une maladie. Et dans ses observations, il a aussi fait pour la première fois le lien entre la présence de cette molécule chimique et un caractère héréditaire, en constatant que ces urines noires étaient plus fréquentes dans des fratries d'une même famille
et dans certains types de familles. Et cette hypothèse s'est confirmée bien des années plus tard avec l'identification très précise de l'enzyme déficitaire dans cette maladie métabolique, mais c'est le premier à avoir fait cette hypothèse qu'on avait une signature chimique en lien avec le déficit d'une protéine et le tout à caractère héréditaire. Ce modèle-là est toujours valable aujourd'hui et pour pratiquement toutes les maladies héréditaires du métabolisme. Et on vous présente ici le schéma très simpliste d'une voie métabolique qui consiste à une cascade de transformation de composés chimiques dans une cellule par l'intermédiaire de différentes protéines qui sont soit, comme à gauche, des protéines de transport qui vont permettre d'importer la molécule bleue dans la cellule, soit des protéines à activité enzymatique, c'est-à-dire qui ont la capacité de transformer une molécule en une autre, et il y a ainsi une chaîne de réaction pour aboutir à un produit final. Chaque intermédiaire est appelé un métabolite. La conséquence du blocage de la perte d'activité d'une enzyme ou d'une protéine va entraîner, pour toutes les maladies héréditaires du métabolisme, une accumulation des composés en amont du blocage enzymatique et potentiellement l'apparition de nouvelles voies métaboliques et donc l'apparition de nouveaux marqueurs biochimiques, comme ici cette molécule symbolisée par un carré orange. Noir, excusez-moi. La deuxième conséquence, c'est au contraire la diminution progressive des produits de cette voie métabolique jusqu'à éventuellement leur disparition. Et donc, on voit ici qu'il apparaît une signature chimique, qu'on appelle donc une signature biochimique, de chacune de ces maladies avec des accumulations et des diminutions composées. Et ça va nous permettre d'approcher le caractère diagnostique de nos maladies héréditaires. Et cette signature que l'on observe ici à l'échelle des métabolites, en bas de la diapositive, elle est liée à l'activité de différents partenaires que sont les enzymes et les protéines, eux-mêmes étroitement liés à notre ADN génomique, à la présence dans les gènes de mutations, comme ici le gène 3, qui est muté, qui entraîne la perte d'activité de l'enzyme 3, avec les conséquences que l'on vient de dire au niveau des métabolites. Ce schéma reste vrai et sera revu à chaque étape de cette présentation. Donc, on va commencer par l'approche diagnostique qui est rendue possible grâce à cette signature chimique, en commençant par les métabolites. Donc, ici, l'étape du bas, les composés A, B, C, D, etc., caractéristiques de cette signature biologique. L'analyse des métabolites se fait à partir des fluides biologiques. Le fluide biologique de choix dépendra, en fonction de chaque pathologie, on aura tantôt accès et besoin d'accéder aux métabolites présents dans les urines, dans le sang, soit sous forme totale séchée sur un buvard, comme vous le voyez à droite sur l'écran, soit après centrifugation au plasma ou au sérum qui découle de ce sang. Mais on a également accès au liquide céphalorachidien pour des maladies à tropisme neurologique, c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau. On a également accès au liquide amniotique, qui est le liquide dans lequel baigne le fœtus pour faire des diagnostics avant la naissance. Plus exceptionnellement, on fera des dosages de métabolites dans d'autres types de tissus, comme des cellules ou des biopsies solides. Alors, cette approche diagnostique basée sur les métabolites repose essentiellement et avant tout par l'établissement de ce que l'on appelle des profils métaboliques. Les profils métaboliques consistent à réaliser des analyses dans lesquelles on va simultanément identifier et le plus souvent quantifier des dizaines, voire des centaines de molécules en une seule analyse pour établir ce qu'on appelle des profils métaboliques qui donnent ce genre de profil très exotique que vous voyez là, mais dont l'aspect et la quantification des composés peut être caractéristique de la signature d'une voie métabolique. Plus rarement, on sera amené, parce que la présentation clinique et la biologie non spécialisée aura bien orienté les choses en amont, à doser de façon spécifique tel ou tel métabolite de façon isolée, mais la plupart du temps, on débutera toujours par cette approche de type profil métabolique. Et ces profils étant nombreux, et on en vient à ce que disait Cécile tout à l'heure, ces profils étant si nombreux que pour ne pas perdre de temps et rentabiliser les choses, la première étape du dialogue clinico-biologique établira un compromis entre quel profil réaliser par rapport aux besoins du médecin, à la présentation clinique, aux besoins de l'urgence qui se présente
dans la situation. Par rapport au délai de réalisation de ces différents profils biologiques, on verra qu'il est variable, et par rapport aux moyens dont dispose le laboratoire, soit en matériel, soit en moyens humains. Et pour pouvoir interpréter ces profils biologiques, il faut garder en mémoire que cette signature biologique évolue très rapidement au cours du temps. C'est ce qu'on va vous présenter juste après. Pour que cette signature biologique ait un sens, il faut figer l'équilibre au moment où le médecin a choisi de faire son prélèvement, parce qu'il existe une dynamique très importante dans la biologie. On l'a vu très rapidement tout à l'heure, du gène découle la production de protéines, et des protéines découle le profil métabolique. Eh bien, il existe une dynamique au niveau de chacun de ces types de marqueurs qui est extrêmement variable en fonction de leur nature. Le génome est constitué et pratiquement immuable et n'évolue pas au cours du temps. Vous avez ici à droite une échelle qui représente le temps. Les protéines ont des variations d'expression de quantité relativement modérées au cours du temps, schématisées ici par ce petit schéma qui montre des évolutions minimes d'un petit nombre de protéines pour éventuellement une mutation d'un gène donné. En revanche, quand on arrive à l'échelle des métabolites, l'impact d'une mutation sera beaucoup plus important en termes de nombre et surtout, on voit qu'il existe une évolution dynamique très importante au cours du temps. Et si le médecin a choisi de faire son prélèvement au temps T1 et qu'on s'intéresse par exemple au métabolite dans la courbe rouge ici, on voit qu'à T1, dans la situation présente, ce métabolite est augmenté par rapport au taux de base que l'on avait au temps T0. C'est peut-être ce que recherche le médecin, mais si on laisse les choses évoluer dans le milieu biologique, sans figer l'équilibre par de la glace ou d'autres stratégies, on peut arriver au temps T2, où là, le métabolite qui était initialement élevé va se retrouver extrêmement diminué. À l'inverse, si on prend le métabolite de la courbe bleue, il est diminué à T1 et peut pratiquement se normaliser à T2. Donc on voit l'importance ici, quand on est à l'échelle des métabolites, de préciser, et ça c'est le rôle de l'échange avec le clinicien, le moment le plus opportun pour faire le prélèvement et surtout de figer ce prélèvement, car dans les tubes de sang, dans les tubes d'urine, le métabolisme continue et ne s'arrête pas. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors, pour illustrer les profils métaboliques, on n'aura pas le temps de les voir tous les uns après les autres. On a choisi une illustration à travers un profil que l'on appelle la chromatographie des acides organiques. C'est réalisé dans la plupart des laboratoires qui font du diagnostic de maladies héréditaires du métabolisme, à partir de cet appareillage que vous voyez ici sur la droite, qui tient sur une table d'écolier, pour vous donner une idée de sa taille, qui est constitué d'un chromatographe en phase gaz, c'est la plus grosse partie sur la droite, et d'un détecteur particulier qui est un spectromètre de masse. À l'aide de cet outil, on analyse les acides organiques dans les urines. C'est vraiment le milieu biologique de choix, c'est là qu'on va avoir des profils pertinents, sinon on ratera la signature biologique. À titre d'illustration, obtenir un résultat pour ce type d'examen prendra, selon les laboratoires, 4 à 6 heures au minimum pour avoir une information pertinente. Et au bout de ces 4 à 6 heures, on aura une information sur plusieurs dizaines, jusqu'à environ 300 composés. Certains seront quantifiés précisément, d'autres auront juste un aspect qualitatif qui nous permettra d'interpréter, et c'est l'ensemble de ces 300 composés qui va être interprété, avec comme conséquence tantôt des profils normaux, sans aucun intérêt, si j'ose dire, propre direct, mais on verra qu'ils ont un rôle important même quand ils sont normaux, des profils typiques d'une maladie, et on l'illustrera avec un profil typique d'acidémie méthylmalonique, et des situations où l'on obtient des profils qui peuvent être à la fois la conséquence d'une situation normale, comme la cétose qui survient au cours du jeûne, ou anormale si le contexte n'est pas celui d'un jeûne. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, voici des résultats non travaillés mais bruts d'un chromatogramme d'urine d'acide organique avec une échelle de temps. Vous voyez que l'analyse proprement dite dure 45 minutes, mais entre la préparation de l'échantillon et l'interprétation, il va nous falloir ce délai de 4 à 6 heures. Et vous avez dans la partie supérieure ici un chromatogramme dit normal, dans des conditions physiologiques, avec des pics qui, quand on interroge le système, on peut cliquer sur chacun des pics et on a les molécules chimiques qui composent ces pics, un peu comme les cartes d'identité des molécules qui nous permettent d'identifier sous ces pics, et il y en a plusieurs dizaines avec des grands et des tout petits qu'on devine à peine, la composition chimique de l'urine en acide organique. Et on vous a illustré en dessous un profil
très caractéristique d'une maladie héréditaire du métabolisme qu'on appelle l'acidémie méthylmalonique. Et sans être spécialiste, quand on compare les deux, on voit qu'ici, au début du chromatogramme, vous avez là un très large pic qui, si on interroge les espèces chimiques présentes dans ce pic, grâce à la spectrométrie de masse, identifiera l'acide méthylmalonique et caractérisera une maladie héréditaire du métabolisme. Alors, ces profils sont multiples et il va une nouvelle fois y avoir un rôle essentiel du dialogue avec le clinicien pour sélectionner quel profil réaliser. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, chacun d'entre eux prend un temps variable de 4 à 6 heures jusqu'à plusieurs jours, par exemple, pour l'étude des mucopolysaccharides urinaires ou des oligosaccharides urinaires selon des méthodologies qui sont différentes, chacun utilisant des milieux qui lui sont plus appropriés de nature différente et chacun explorant des familles de molécules extrêmement variées. On vient de voir les acides organiques avec de très nombreuses familles. On peut citer la chromatographie des acides aminés, qui analyse principalement les acides aminés, le profil des acides carnitines, qui analyse une autre famille qu'on appelle les acides carnitines. Encore une fois, des temps variables, des natures de molécules variables, des milieux biologiques variables et des outils variables. Et donc, il faut optimiser dès le départ l'échange clinico-biologique pour arriver à un choix pertinent des méthodes à mettre en œuvre pour pouvoir orienter au plus vite un diagnostic. Et je vais laisser le docteur Fouillou vous présenter une histoire qui va illustrer ce besoin de choisir les meilleurs profils au bon moment. Alors, nous avons choisi pour illustrer l'importance de ces métabolites et l'importance de la collaboration entre cliniciens et biologistes, une situation relativement fréquente auquel de nombreux cliniciens peuvent être confrontés, qui est une altération générale aiguë chez un nouveau-né. Cette altération peut être traduite par des signes neurologiques, digestives, respiratoires, et la stratégie diagnostique va faire évoquer différentes possibilités étiologiques, non seulement des pathologies simples, notamment infectieuses chez un nouveau-né, mais également il est indispensable de se poser la question de l'existence sous-jacente d'une maladie héréditaire du métabolisme. La première étape est une étape finalement non spécialisée, où à partir d'examens qui sont disponibles dans n'importe quel centre hospitalier, dans n'importe quel centre clinique, on va permettre de voir et d'évoquer une situation à partir de l'analyse du niveau des bicarbonates, du niveau de l'ammoniémie, du niveau de l'acétonurite. En interprétant ces trois éléments, on peut être amené à évoquer de façon tout à fait adaptée une maladie héréditaire du métabolisme. À ce moment-là, il est important de mettre une prise en charge. Cette prise en charge a l'avantage d'être partagée par les différentes pathologies métaboliques évoquées. À partir de ce moment-là, il faut prélever les métabolites que l'on évoque par rapport à ces pathologies, que sont les acides aminés plasmatiques et les acides organiques urinaires. Et c'est là où la discussion est importante avec les biologistes, parce qu'il faut pouvoir obtenir ces résultats qui sont déjà très spécialisés en 24 ou 48 heures. En effet, le résultat de ces deux analyses vont permettre d'éliminer les maladies héréditaires du métabolisme potentiellement responsables ou alors de les retenir. Et on peut citer des situations que sont les déficits du cycle de l'urée, la leucinose, les acides aminés organiques. Et à partir du moment où on a ce résultat, en 24 ou 48 heures, on pourra alors mettre en place une prise en charge spécifique de chaque maladie. Ainsi, on a pu en 2 temps pouvoir faire un diagnostic de maladie héréditaire du métabolisme ou au contraire le réfuter de façon parfaite, juste en interprétant ces métabolites et en ayant pris soin surtout de bien avertir le biologiste de façon à avoir les résultats de façon rapide et adaptée. Alors on vient de le voir, à partir de données cliniques et d'une biologie simple, la première étape de la plupart des démarches diagnostiques va s'intéresser à cette analyse de profils métaboliques. Ces profils vont donner des orientations plus ou moins spécifiques, comme on l'a vu, parfois très caractéristiques qui vont permettre d'optimiser le traitement. Parfois, des signes moins spécifiques biologiques permettront éventuellement d'orienter la suite des investigations pour aboutir à un diagnostic. Alors, le rendement de ces analyses pourrait paraître très négatif puisqu'on va vous dire que dans plus de 90%, on va retrouver des bilans au niveau de ces profils qui sont globalement normaux. Eh bien, c'est une erreur de croire que c'est quelque chose de négatif parce que, comme vient de le dire le docteur Fouillou,
c'est une aide extrêmement précieuse à l'exclusion d'un certain nombre de maladies traitables et donc à une adaptation du traitement qui pourra être faite ou non faite en fonction de ces résultats. Par ailleurs, malgré tout, même si 90% des bilans sont normaux, quand ils sont anormaux, cela va permettre d'orienter plus ou moins fortement le diagnostic dans à peu près la moitié des maladies héréditaires du métabolisme. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que vient de vous présenter le docteur Fouillou, c'est que c'est surtout une orientation très très forte pour les maladies pour lesquelles il existe des traitements. Et dans plus de 90% des maladies traitables, le profil métabolique permet d'adapter en deuxième temps le traitement probabilistique tel que la démarche vous a été montrée tout à l'heure. Donc cette première étape est absolument indispensable. Elle est la base d'ailleurs pour aborder la seconde étape qui, elle, va s'intéresser à l'échelon supérieur, c'est-à-dire l'étude des protéines et ou de certaines protéines à activité enzymatique. Donc on vient de voir la signature métabolique et maintenant on va s'intéresser à l'activité d'une protéine particulière qui est une enzyme ou bien à une protéine sans activité enzymatique. Celle-ci découlant, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'altération d'un gène. L'étude des protéines ou des protéines enzymatiques est rarement utilisée en première intention, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on l'a vu, on a souvent besoin d'orienter très rapidement les choses par l'étude des profils métaboliques, et ça présente un intérêt majeur, ce profil métabolique, c'est qu'il va permettre de cibler un nombre limité de protéines. Alors notre approche d'étude des protéines, elle concerne essentiellement les protéines à activité enzymatique, c'est-à-dire ces protéines qui ont la capacité d'accélérer la transformation d'un composé A en un composé B, par exemple. Chaque enzyme est très spécifique de son substrat, le composé A, et de son produit, le composé B. Il découle de ça le besoin pour le laboratoire de mettre au point une méthode spécifique pour chacune des enzymes qu'on voudra étudier. Si nous n'avions pas d'orientation par la clinique et ou les métabolites, on voit bien qu'ici, il faudrait développer des centaines de méthodologies qu'il faudrait faire chacune les unes après les autres pour arriver à un diagnostic, ce qui est pratiquement impossible, fastidieux. Et ce qu'on ne vous a pas mis là, c'est que la durée d'analyse d'une activité enzymatique peut-elle elle-même extrêmement longue à mettre en place. Plus rarement, on va étudier des protéines sans activité enzymatique. C'est le cas, par exemple, d'une classe de maladies qui sont les déficits congénitaux de glycosylation des protéines, pour lesquels on étudie les protéines par une technique qui s'appelle le Western blot, peu importe, qui sont des protéines sans activité enzymatique. On regarde juste la formation de ces protéines et leur taille et leurs caractéristiques propres. On l'a vu tout à l'heure, quand on s'intéresse à l'échelle des protéines, le moment du prélèvement est beaucoup moins critique car il y a très peu d'évolution quantitative de la nature de ces protéines. Et s'il y a une mutation dans un gène, la protéine mutée restera mutée, quel que soit le moment où on va faire le prélèvement, donc on n'est pas contraint dans le moment de prélèvement. Les milieux biologiques à partir desquels on pourra réaliser ces études protéiques ne sont souvent pas les mêmes que ceux à partir desquels on a fait l'étude du plasma. Dans un certain nombre de cas, on a la chance de pouvoir étudier des protéines ou des enzymes dans le plasma ou le sérum issu du sang, ou sur le sang total déposé sur un buvard comme vu précédemment, mais la plupart du temps, il va falloir isoler les cellules qui contiennent les protéines ou les enzymes, et ces protéines ou enzymes peuvent avoir une expression que l'on dit tissu spécifique, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir le bon tissu pour pouvoir vérifier l'activité de telle ou telle enzyme. Ça nous amène à faire des ponctions de sang total et à isoler, par exemple, des globules blancs à partir du sang, qui sont des cellules qui contiennent ces enzymes, voire de travailler sur sang total sur buvard, ou alors, le plus souvent, d'avoir accès à des tissus spécifiques que l'on obtient par biopsie et cultiver secondairement ces cellules, comme dans le cas des fibroblastes de peau, par exemple, avec une biopsie cutanée. Cette mesure d'activité enzymatique va nous aider, bien sûr, pour confirmer le diagnostic que l'on a suspecté ou non en fonction de la clinique et en fonction des profils métaboliques vus précédemment. Mais cette mesure de l'activité d'une enzyme renseigne globalement aussi sur la forme de la maladie à laquelle on a affaire. Quand on a affaire à une enzyme qui a perdu toute son activité
Dans la partie gauche ici, la flèche bleue résume l'activité de l'enzyme. Si elle est quasiment éteinte totalement, cette activité, on aura des signes cliniques ici en rouge extrêmement sévères et généralement une maladie d'apparition très précoce. Et puis, en fonction des mutations présentes dans le gène, on a tout un gradient de forme avec des activités enzymatiques de plus en plus importantes qui s'approchent de la normale, mais qui ne sont pas normales puisqu'on a affaire à une maladie qui reste diminuée. Mais quand elles sont que légèrement diminuées, la sévérité des signes cliniques qui en découlent est moindre et généralement l'âge de révélation sera plus tardif. Donc il existe une certaine corrélation entre ces mesures de protéines et de leur activité et la sévérité des signes cliniques et l'âge d'apparition de ces signes cliniques. Et là aussi, je vais laisser le docteur Fouillou vous illustrer ça à travers un exemple. Alors effectivement, nous avons choisi d'illustrer l'importance de ces activités enzymatiques en complément de l'analyse des métabolites pour une maladie qui s'appelle la mucopolysaccharidose de type 3. La mucopolysaccharidose de type 3 est une maladie que l'on classe dans les maladies de surcharge, qui est donc liée à un déficit au niveau d'un organisme qui s'appelle le lysosome. Les patients présentant une mucopolysaccharidose de type 3 ont à peu près tous une symptomatologie clinique identique et partagent de grands traits cliniques que sont des anomalies ORL, des anomalies viscérales, des anomalies du développement neurologique et des anomalies du comportement. Quand on va étudier les métabolites, on va étudier les métabolites appelés glycosaminoglycanes au niveau urinaire, on va voir caractériser cette mucopolysaccharidose de type 3 par une excrétion urinaire anormale d'un composé appelé héparane sulfate. Cependant, cette augmentation de l'héparane sulfate au niveau urinaire peut être entraînée par 4 différents enzymes différents. Et ce qui fait que l'analyse enzymatique qui va arriver dans un second temps va être indispensable pour pouvoir cataloguer et pouvoir vraiment identifier et classer ce type de mucopolysaccharidose. Et il existe donc 4 types de mucopolysaccharidose de type 3, le type 3A, 3B, 3C ou 3D, en fonction de la nature du déficit enzymatique, qui est donc indispensable pour compléter l'analyse du métabolite, l'élévation de l'héparane sulfate. Merci. On va passer au troisième niveau de cette approche diagnostique qui est liée donc à la signature biologique, c'est celle de la signature génétique cette fois-ci. Alors on a choisi volontairement de ne pas trop développer cet aspect-là qui fera probablement l'objet d'autres webinaires et on va être relativement succinct sur cette approche génétique. Alors vous savez que c'est le primum movens puisque du gène découlera la production d'une protéine et que de la perte d'activité découlera la signature des métabolites. Le gène est muté, c'est-à-dire qu'il va porter des variations qui vont entraîner la perte d'activité d'une protéine ou la perte de production d'une protéine entraînant la signature biochimique caractéristique de la maladie. Vous savez qu'on ne peut pas faire une étude génétique comme ça n'importe comment et elle est rarement faite en première intention. Elle sera toujours guidée par la présentation clinique et les examens, aussi bien au niveau des métabolites que des activités enzymatiques qu'on a réalisées au préalable, ce qui fait que dans la très grande majorité des maladies héréditaires du métabolisme, on sait à quel gène ou quel petit nombre de gènes on s'adresse en fonction du tableau clinico-biologique. Il y a des particularités sur lesquelles on ne va pas trop développer, mais dans les modes de transmission héréditaire des maladies héréditaires du métabolisme, la catégorie du milieu ici sur mon tableau, par rapport aux autres maladies héréditaires. Et notamment si on s'intéresse aux 2 grands modes de transmission classiques des maladies héréditaires, la transmission autosomique récessive qui vous est illustrée ici à droite, pour laquelle le patient malade est porteur de 2 gènes mutés hérités de chacun des parents, qui sont ici mutés en rouge et sains en jaune. Les parents hétérozygotes sont parfaitement sains. En revanche, l'enfant qui n'a pas eu la chance et qui a hérité des 2 gènes mutés de chacun de ses parents, lui est malade. Cette mode de transmission qu'on appelle donc autosomique récessif est très majoritaire dans les maladies héréditaires du métabolisme et représente plus de la moitié des maladies, alors que dans les autres maladies héréditaires non métaboliques, il est plutôt minoritaire, de l'ordre d'1/4 des maladies. Le deuxième mode fréquent dans les autres maladies héréditaires du métabolisme est le mode autosomique dominant,
où là, il suffit d'avoir un seul des deux gènes muté pour être malade. C'est le cas de ce parent hétérozygote et de ces enfants-là qui ont une seule copie du gène malade, l'autre saine, ne peut pas compenser, et à ce moment-là, on a affaire à l'apparition de la maladie. Autre particularité qu'on ne va peut-être pas développer là, mais c'est que dans les maladies héréditaires du métabolisme, on a une plus grande proportion de maladies qui sont liées à l'X, qui est un chromosome sexuel, et de maladies qui sont liées non pas à des mutations sur l'ADN génomique présentes dans toutes nos cellules, mais à des mutations d'un autre ADN que l'on porte dans un organelle particulier qu'on appelle la mitochondrie. Et si vous avez des questions, on pourra essayer de revenir là-dessus plus tard, mais on ne va pas trop le développer. En préalable de toute étude génétique, il y a nécessairement une consultation de génétique. Au cours de cette consultation, le médecin généticien ou le médecin métabolicien expliquera les symptomatologies de la maladie, expliquera le mode de transmission suspecté en fonction de la maladie et proposera au patient ou à ses parents dans le cas de mineurs de faire cette analyse, et c'est uniquement après avoir explicité les tenants et les aboutissants que le patient ou les parents donneront leur consentement, qu'on appelle consentement éclairé, sous forme d'un formulaire qui est rempli conjointement par le médecin et donc par le patient pour autoriser cette étude. Cette étude peut se faire sur n'importe quel ADN porté par toutes les cellules de l'organisme, et donc le plus simple est généralement une simple prise de sang, et toutes les cellules sanguines portant le même ADN, on pourra faire cette approche diagnostique. Alors, la plupart du temps, on l'a vu, la clinique, les métabolites et même parfois la mesure d'une activité déficitaire très précise ciblera sur un nombre très limité, parfois réduit à un seul ou parfois limité à quelques gènes qui seront séquencés, c'est-à-dire que l'on va égrener les différents médaillons qui composent l'ADN les uns derrière les autres pour caractériser la présence de variants génétiques et interpréter ces variants génétiques comme étant à la cause ou non de la maladie, ce qui n'est pas toujours évident. Donc historiquement, on faisait ça gène par gène avec des techniques ancestrales presque maintenant, jusqu'au début des années 2000, qu'on appelait le Sanger. Et puis progressivement sont apparues des techniques de séquençage de haut débit où on analyse non plus un morceau de gène après l'autre, mais globalement des gènes entiers et des nombres variables de gènes de quelques dizaines à quelques centaines pour aller jusqu'à l'étude du génome entier, maintenant que l'on peut réaliser pour arriver au diagnostic. Alors cette approche génétique, la plupart du temps, a pour but de confirmer le diagnostic et on va identifier des variations dans l'ADN génomique qui seront éventuellement caractérisées comme pathogènes dans dans un seul gène généralement, mais le gène qu'on aura ciblé avec nos approches précédentes et avec la clinique. Donc ça, c'est l'étape classique de la confirmation du diagnostic, mais confirmer le diagnostic, ce n'est pas une fin en soi, ça va permettre notamment de proposer ce qu'on appelle le conseil génétique à la famille, c'est-à-dire une deuxième consultation avec un généticien dans lequel on cible vraiment la maladie, on caractérise son mode de transmission et on peut proposer dans ces cas-là à la famille, selon le type de pathologie, la possibilité de faire un diagnostic prénatal, voire préimplantatoire, pour éviter la survenue d'un nouveau cas en cas de future grossesse. Mais de plus en plus, cette approche génétique, elle a aussi un intérêt dans la thérapeutique. En effet, en fonction des variants qu'on va identifier, on peut parfois prédire la réponse à un traitement, qu'il s'agisse de molécules qu'on évoquera tout à l'heure, qu'on appelle des chaperones, qui vont stabiliser plus ou moins certaines enzymes, ou la possibilité de corriger une activité enzymatique déficitaire en lui apportant des vitamines qui vont produire une forme active de la vitamine qui est indispensable à l'activité de l'enzyme. Eh bien, en fonction des variants, on peut prévoir et parfois adapter au mieux le traitement, et on parle quasiment de médecine adaptée à la personne en fonction de sa mutation. Et enfin, on en a parlé très rapidement dans le cas des maladies liées à l'X, qui est un mode de transmission particulier. Dans ces maladies-là, parfois la mère qui peut être vectrice, c'est-à-dire porteuse de la mutation, peut être totalement asymptomatique, mais pourrait transmettre
cette mutation à ces enfants, et notamment aux garçons qui, dans ce mode de maladie à transmission liée à l'X, sont eux malades. Et donc, on peut anticiper ça. Comme dans une famille, on trouve une mutation liée à l'X, on va regarder toutes les femmes de la famille, les tantes, les sœurs, les mères, les grands-mères, pour voir jusqu'où s'étend la transmission de la maladie et où sont les risques pour les différents membres de la famille. Une nouvelle fois, je vais laisser le docteur Fouillou vous illustrer ça. Alors, première situation pour illustrer finalement l'apport de la génétique dans le diagnostic concernant ce groupe de maladies que sont les glycogénoses hépatiques. Les glycogénoses hépatiques dans lesquelles il y a un trouble au niveau du métabolisme du glycogène et plusieurs déficits enzymatiques, là aussi, plusieurs maladies de transmission soit autosomique récessive, soit liées à l'X. Des points communs sur le plan clinique avec la manifestation d'un gros foie et la survenue d'hypoglycémie. Il est vrai que le diagnostic du type de la glycogénose peut être un petit peu orienté en fonction de l'horaire de survenue des hypoglycémies, d'une part, et d'autre part, à quel moment elle s'accompagne d'une hyperlactacidémie. Ceci étant, la mesure des activités enzymatiques pour chacune de ces glycogénoses est parfois non disponible ou parfois de réalisation maintenant difficile car elle nécessite une biopsie de foie. Et c'est là où l'étude de ces différents gènes ou par un panel de gènes va permettre de caractériser et de définir et de diagnostiquer le type précis de glycogénose, permettant l'adaptation de la prise en charge et bien sûr le conseil génétique. Et pour en finir avec les tests diagnostiques, j'ai une diapo un peu compliquée peut-être, qui sont des tests que l'on développe maintenant de plus en plus dans les laboratoires, qui sont des tests fonctionnels sur des cellules en culture. Le principe de ces tests consiste à reproduire la voie métabolique à partir non pas du substrat naturel, c'est-à-dire si vous vous souvenez la molécule A qui devient B puis C, etc., mais en prenant la molécule A et en lui greffant un petit drapeau qui sera le marquage de cette molécule et le marquage qui sera transmis tout au long de la voie métabolique aux différents métabolites. Et avec ce type d'approche-là, on peut faire des tests de sensibilisation diagnostique plus pratiques que de prélever à un instant T donné un profil métabolique. Et on peut également, quand on a des variants génétiques que l'on a trouvés à l'étape précédente de la génétique, mais dont on ne sait pas aujourd'hui s'ils sont délétères, c'est-à-dire s'ils entraînent une perte de fonction de la protéine, tester avec un test unique toute une voie métabolique, puisque le petit drapeau se communiquant, les profils métaboliques que l'on obtiendra vont montrer un blocage à un moment donné dans la voie métabolique si la mutation est délétère. Et donc, le même test peut être utile pour analyser plusieurs déficits possibles et confirmer ou non la pathogénicité des variants génétiques. Voilà pour les différentes approches métaboliques et je passe la parole à Cécile pour qu'elle vous présente maintenant la suite. Donc, en effet, au-delà d'une place absolument fondamentale de nos examens biologiques dans la démarche diagnostique, la connaissance de la biologie et des voies métaboliques permet également d'envisager des stratégies thérapeutiques qui peuvent être adaptées. Ces stratégies thérapeutiques nécessitent bien sûr de connaître sur le plan physiopathologique les étiologies des maladies métaboliques et je vais donc vous présenter rapidement la classification des maladies héréditaires du métabolisme pour lesquelles on distingue effectivement, par contre j'ai plus accès au passage de diapo. Merci. Pour lesquelles on distingue d'une part les maladies par intoxication. Donc, on retrouve ici le schéma qui a été présenté par Jean-François tout à l'heure au début de la présentation avec donc une voie métabolique qui fait intervenir différentes enzymes. Et dans ce groupe de maladies par intoxication, finalement, c'est le composé en amont du blocage enzymatique qui donc va s'accumuler, qui va jouer le rôle de toxique pour l'organisme. Et ce groupe de pathologie, c'est un groupe de pathologie finalement dans lequel la présentation est souvent une présentation qui va être une présentation aiguë, avec souvent associé un facteur déclenchant. Et il y a dans la majorité des patients qui vont présenter une maladie par intoxication, ce qu'on appelle un intervalle libre, c'est-à-dire que souvent, c'est des enfants qui vont aller bien en période néonatale stricte et qui progressivement vont s'intoxiquer
avec ce métabolite et donc présenter des signes cliniques. Donc ça, c'est le premier groupe de maladies métaboliques. Le deuxième groupe physiopathologique, ce sont les maladies par carence énergétique. Et cette fois-ci, la symptomatologie clinique va résulter non pas d'une toxicité de ce qui s'accumule en amont du blocage enzymatique, mais au contraire du déficit énergétique qui peut résulter de ce blocage, donc en aval de ce blocage. Et dans ce groupe de pathologies, c'est ce défaut de production ou d'utilisation de l'énergie qui va être à l'origine de la symptomatologie clinique. Le dernier groupe de maladies métaboliques, ce sont les maladies du métabolisme des molécules complexes. Et cette fois-ci, ce sont des pathologies qui, pour la majorité d'entre elles, vont toucher les organelles intracellulaires comme le lysosome ou encore le peroxysome. Et dans ce groupe de pathologies, les métabolites qui s'accumulent en amont du blocage enzymatique vont aller s'accumuler dans différents organes, former une surcharge dans différents organes qui va être à l'origine de la symptomatologie clinique. Donc, si on définit de manière classique vraiment ces trois groupes de maladies, et c'est vrai que ces trois groupes sont vraiment basés sur la présentation et la physiopathologie, la classification est un petit peu plus complexe et s'enrichit au fur et à mesure de découverte de nouvelles maladies métaboliques. Et ici, vous avez la dernière classification des maladies métaboliques qui a été publiée en 2019, mais on retrouve de toute façon ces trois grands groupes de maladies métaboliques avec sur la gauche de la diapositive les maladies par intoxication qui concernent majoritairement les petites molécules, à droite les maladies par déficit énergétique avec les différents sous-groupes et enfin au milieu tout ce qui concerne les pathologies des molécules complexes. Quand on s'intéresse à ces trois groupes de pathologies, je peux vraiment plus passer les diapos, quand on s'intéresse à ces trois groupes de pathologies, leur présentation clinique peut intervenir à différents âges de la vie. Et pour ce qui est des maladies par déficit énergétique, la présentation clinique peut être en période anténatale, chez le nouveau-né, en général jusqu'à la période de l'enfance, et on a très peu de présentations qui commencent à partir de l'adolescence. Dans les maladies par intoxication, il n'y a jamais de présentation anténatale. En revanche, la symptomatologie clinique peut commencer à apparaître à partir de la période néonatale, après un intervalle libre pendant lequel le nouveau-né va bien. Et ces maladies, ce qui est important quand même d'avoir en tête, c'est qu'elles peuvent se présenter à différents âges de la vie. Tout ça est très souvent en lien avec l'importance de l'activité enzymatique résiduelle qui va permettre une synthèse quand même de molécules physiologiquement actives et nécessaires au métabolisme. Pour ce qui est les maladies du métabolisme des molécules complexes concernent possiblement la période anténatale, mais sont majoritairement à révélation enfants, adolescents et adultes. Donc, maintenant qu'on a un petit peu précisé cette classification des maladies métaboliques qui repose vraiment sur la compréhension du mécanisme physiopathologique qui est à l'origine de la présentation de ces pathologies, nous pouvons discuter du rationnel de certaines approches thérapeutiques qui vraiment va reposer sur cette physiopathologie. Donc, différentes stratégies thérapeutiques peuvent être envisagées pour les maladies métaboliques. Donc là, je vais vraiment, sur cette première diapositive, on va vraiment vous présenter les stratégies thérapeutiques de manière générale. Et ensuite, Alain Fouillou vous fera vraiment une présentation un peu plus spécifique de ces différentes approches dans différentes pathologies. Donc, finalement, on a un déficit enzymatique, un substrat qui va s'accumuler en amont de ce déficit enzymatique. Et donc, une des premières approches thérapeutiques qui peut être envisagée serait donc de réduire l'accumulation d'un substrat toxique. Et l'accumulation de ce substrat toxique peut être diminuée par une approche qui va être une approche diététique qui sera illustrée par la suite, ou encore grâce à l'utilisation de certains agents pharmacologiques comme des épurateurs, par exemple des épurateurs de l'ammoniac, ou encore par une approche qui peut viser à induire un blocage enzymatique qui sera en amont de la production du produit toxique. Donc ça, c'est vraiment un moyen finalement de dériver l'accumulation de ce produit toxique en faisant un blocage en amont, et donc la voie métabolique ne va pas aller jusqu'à l'accumulation du fameux métabolite qui lui a un rôle toxique.
il est également possible de mettre en place des épurations extracorporelles pour justement éliminer ce produit toxique. Le deuxième type d'approche peut être de supplémenter en produits déficitaires et dans certains cas de pathologies métaboliques dans lesquelles on a un déficit de synthèse, ben finalement, on peut restaurer le produit et le métabolite déficitaire en administrant de manière exogène ce produit déficitaire. Une autre approche thérapeutique peut être de stimuler une activité enzymatique résiduelle. Là, on a vu tout à l'heure que finalement, ce n'était pas blanc ou noir ou 0 ou 100% d'activité enzymatique et qu'on pouvait avoir un spectre d'activité enzymatique résiduelle plus ou moins importante. Et en fonction, bien sûr, de l'enzyme concernée, mais également très souvent du défaut moléculaire à l'origine du déficit enzymatique, eh bien, on peut être amené à utiliser des molécules qui vont stimuler une activité enzymatique résiduelle, que sont possiblement les molécules chaperones ou encore, dans certains cas, certaines vitamines qui sont dans certaines voies métaboliques des cofacteurs indispensables à l'activité de certaines enzymes. Et la dernière possibilité et la dernière approche que l'on peut envisager pour prendre en charge et traiter certains déficits, c'est d'essayer de restaurer l'activité enzymatique qui est déficitaire en mettant en place, par exemple, une enzymothérapie substitutive. Donc ça, Alain Fouillou vous l'illustrera tout à l'heure. C'est vraiment administrer l'enzyme déficitaire de manière à restaurer son activité. Il est également possible d'envisager des transplantations d'organes ou de cellules pour, encore une fois, également restaurer l'activité de l'enzyme déficitaire, ou encore d'envisager des traitements par biologie moléculaire, donc vraiment des traitements qui sont des traitements par thérapie génique. Cette fois-ci, on est au niveau du gène et on va restaurer finalement un gène non muté et qui va permettre la synthèse d'une protéine non déficitaire, ou encore avoir accès à certains traitements par ARN messager. Et donc, pour illustrer ces différentes interventions, nous avons choisi le métabolisme d'un acide aminé que vous connaissez tous, qui s'appelle la phénylalanine. Il ne s'agit pas de retenir tous ces composés, mais ce métabolisme est assez remarquable car il rend compte d'abord de la diversité d'expression des maladies métaboliques. Dans ce métabolisme de la phénylalanine, la première étape, lorsqu'elle est entravée, la première étape de dégradation de la phénylalanine, on va entraîner donc la maladie qui s'appelle la phénylcétonurie. À l'opposé, quand le déficit enzymatique se situe à l'étape 4, ça va entraîner une maladie qui s'appelle la tyrosinémie, qui n'a pas du tout les mêmes modalités d'expression, car c'est une modalité d'expression sur le niveau hépatique au niveau rénal, tandis que la phénylcétonurie, bien sûr, a une expression neurologique. Vous pouvez voir aussi que le blocage en situation 3 rend compte d'une maladie qui s'appelle l'alcaptonurie, maladie qui va s'exprimer initialement par des modifications urinaires, puis à terme chez l'adulte par des modifications cardiaques et articulaires. Et donc, quand on reprend ce métabolisme, on va pouvoir faire figurer les différents niveaux d'intervention. Pardon, merci Jean-François. Et en premier lieu, si on veut pouvoir agir sur ce métabolisme de la phénylalanine au niveau de la première étape, on a aujourd'hui à notre disposition différentes stratégies thérapeutiques. La première stratégie thérapeutique, on va dire de référence, car elle existe depuis longtemps et qu'elle est toujours efficace, il s'agira de diminuer le substrat, la phénylalanine, en diminuant son apport dans l'alimentation. Et ça sera donc une prise en charge diététique par un régime hypoprotidique. On peut également aujourd'hui apporter le cofacteur de cette phénylalanine hydroxylase pour essayer de relancer l'activité enzymatique résiduelle et ainsi de favoriser à nouveau la transformation de la phénylalanine en tyrosine. Ne figure pas sur ce schéma, mais c'est aujourd'hui la dernière stratégie qui va bientôt arriver en France, qui est le traitement enzymatique substitutif, c'est-à-dire qu'on va suppléer la fonction de la phénylalanine hydroxylase en apportant un équivalent enzymatique qui permettra de restaurer et donc à nouveau de transformer la phénylalanine. À l'opposé, pour traiter la tyrosinémie de type 1, dont le déficit enzymatique est situé en niveau 4, et il faut bien comprendre que la symptomatologie de la tyrosinémie de type 1 est expliquée par l'accumulation des dérivés en amont, en particulier la succinylacétone.
Et alors là, il a été choisi comme stratégie thérapeutique d'effectuer un blocage de façon à ce que cette succinylacétone, qui va rendre compte de toutes les manifestations, ne soit plus produite. Et il y a un médicament qui s'appelle NTBC, de son nom de commercialisation Orfadin, qui est extrêmement efficace pour bloquer complètement le système enzymatique numéro 2. Et ainsi, en donnant ce médicament, il n'y aura plus du tout de fabrication de succinylacétone et il n'y aura plus de manifestation de la tyrosinémie de type 1. Et c'est aujourd'hui, par extension, également la stratégie qui est choisie dans la maladie qui s'appelle alkaptonurie, où également on va faire un blocage enzymatique par ce Orfadin de façon à ce que l'homogentisate ne soit plus produit. Et là aussi, en diminuant la présence de cet homogentisate, on va pouvoir prévenir l'apparition des manifestations de la maladie qui est l'alkaptonurie. Une autre situation d'une autre maladie qui est différente cette fois-ci, qui est la maladie de Fabry. C'est à nouveau une maladie de surcharge concernant un déficit enzymatique au niveau du lysosome. Toute la gravité de cette maladie est expliquée par les manifestations rénales sous forme d'une insuffisance rénale, par les manifestations cardiaques sous forme d'une cardiomyopathie hypertrophique, sous les manifestations au niveau cérébral, sous la forme de manifestations d'accidents vasculaires cérébraux. Ces manifestations surviennent tôt dans la vie, à partir de la 4e décade. Et cette maladie est expliquée par un déficit enzymatique, un déficit en enzyme lysosomale qui est l'alpha-galactosidase A, qui est donc synthétisé à partir du gène GLA. Donc, une approche que je n'ai pas fait figurer sur cette diapositive est le traitement enzymatique substitutif. On apporte à l'organisme, de façon séquentielle, tous les 14 jours, cette enzyme par voie intraveineuse. Et il y a aujourd'hui une nouvelle approche, qui est l'approche de traiter par un molécule chaperon pharmacologique. Quel est l'intérêt de cette molécule? Cette molécule va pouvoir protéger l'enzyme défectueuse. En effet, quand l'enzyme normale est synthétisée, elle est protégée par des chaperons endogènes et ça lui permet de rester actif et donc de dégrader le substrat. Au contraire, quand la protéine est mutée et l'enzyme est défectueuse, sa configuration n'est plus normale, elle n'est plus protégée et elle est alors dégradée par les systèmes cellulaires. La molécule chaperon pharmacologique va venir restaurer la stabilité de cette enzyme, lui permettant de ne pas être dégradée et ainsi de pouvoir récupérer une activité. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est capable de déterminer si notre déficit enzymatique, si notre configuration de l'enzyme va être accessible à ce molécule chaperon pharmacologique en fonction de la variation génétique qui rend compte de la maladie. Et on va parler alors de mutation sensible. Et ainsi, on a des tableaux où on est capable de retrouver, en fonction de la mutation, de savoir si cette mutation est sensible et donc si le patient va être éligible à ce traitement qui a l'avantage par rapport au traitement enzymatique substitutif d'être donné par voie orale et donc avoir une meilleure simplicité de traitement. Et donc pour terminer cette présentation, le dernier point que nous voulions évoquer est l'importance de la biologie pour le suivi thérapeutique des patients. Bien sûr, une fois que le diagnostic est réalisé, le patient est bien évidemment pris en charge, mais effectivement, il est également important d'avoir à notre disposition des marqueurs qui vont nous permettre de pouvoir suivre, bien sûr, l'évolution des différents métabolites chez les patients en fonction, bien évidemment, de la clinique. Donc, ces suivis thérapeutiques sont bien évidemment toujours réalisés en complément et en interaction avec les cliniciens. Et il peut s'agir d'une part de suivi régulier avec des dosages réguliers pour vérifier une bonne observance et un bon suivi du traitement, mais également des dosages qui peuvent nous être demandés en urgence dans des contextes de décompensation aiguë. Et c'est là où le dialogue est extrêmement important. C'est comme au moment du diagnostic, finalement, ben voilà, le clinicien va nous dire non, mais là, j'ai vraiment besoin d'un dosage en urgence, il faut que j'adapte mon traitement, etc. Et à nous, en phase d'être réactifs pour pouvoir communiquer les résultats dans des délais les plus rapides possibles qui vont permettre aux cliniciens d'ajuster la prise en charge du patient. Donc, on a mis quelques exemples
Bien sûr, ce suivi thérapeutique peut reposer par exemple sur les dosages des métabolites toxiques, comme des dosages de phénylalanine dans les suivis de patients atteints de phénylcétonurie, ou encore dosage d'acides aminés ramifiés pour les patients atteints de déficit du catabolisme de ces acides aminés ramifiés, et notamment la leucinose. Et puis, ce suivi thérapeutique peut également reposer sur le dosage et la quantification de métabolites qui sont finalement déficitaires lorsqu'il existe un blocage et une anomalie sur une voie métabolique, et de montrer que finalement, on arrive, grâce à la prise en charge, à restaurer la synthèse d'un produit. Et par exemple, dans le cas des anomalies de synthèse de la dopamine, les patients peuvent être traités par L-Dopa, et il est possible de suivre l'efficacité de ce traitement par dosage de l'acide homovanillique qui est présenté ici. Et donc, c'est vraiment un dosage biologique qui permet de vérifier la restauration de la synthèse d'un produit en réponse à un traitement spécifique adapté. Bien sûr, dans ce contexte de suivi thérapeutique, certaines difficultés peuvent être mises en évidence, ou en tout cas méritent d'être discutées, et notamment la nécessité pour réaliser ces différents dosages d'avoir accès à des fluides biologiques, et donc la nécessité pour les cliniciens de convoquer le patient, de prélever ce patient, et qui peuvent dans certains cas poser quelques soucis. Donc, comme on dit précédemment, les interactions clinico-biologiques sont extrêmement importantes, et en plus de ces interactions clinico-biologiques, pour certaines pathologies, il existe également des interactions extrêmement fortes avec les diététiciens. Dans les perspectives que l'on peut imaginer dans ces contextes de suivi thérapeutique, ça pourrait être une simplification, notamment une simplification d'accès aux fluides biologiques en présentant des prélèvements qui pourraient être du sang recueilli sur papier buvard, qui présenterait l'avantage de pouvoir être réalisé en autoprélèvement à domicile, envoyé par la poste, et puis ensuite, au niveau de la transmission des résultats, de pouvoir éventuellement avoir à notre disposition des outils connectés qui permettraient à la fois aux cliniciens, aux diététiciens, voire aux patients dans certains cas, d'avoir accès directement à leurs résultats. Donc ça, c'est vrai que ce sont des perspectives, ça existe déjà pour certaines pathologies, mais ça nécessite vraiment une réelle réflexion pour pouvoir étendre ces modes de prélèvement et ces modes de suivi thérapeutique à plus de pathologies. Un petit exemple de suivi thérapeutique pour un patient. Effectivement, donc pour une pathologie appelée leucinose et qui correspond donc à l'interruption de la première étape du métabolisme des acides aminés ramifiés, leucine, isoleucine et valine. Et donc la toxicité de cette maladie est rendue compte par le taux de leucine. Ce taux de leucine va permettre de faire le diagnostic initial de la maladie et va permettre de suivre ensuite précisément, en association avec la valine et l'isoleucine, l'évolution et les adaptations thérapeutiques. En effet, l'augmentation de ce taux de leucine va à chaque fois entraîner une situation potentiellement grave, devoir survenir à un état de coma, un état de décès. Et donc, il est absolument très, très important de pouvoir monitorer précisément ce taux de leucine. Donc, il y a des taux qui sont faits régulièrement, et on peut voir parfois une augmentation du taux de ce taux de leucine, soit parce qu'on l'attend, parce que la personne présente une infection, par exemple, intercurrente, ou on peut avoir la mauvaise surprise de voir un mauvais équilibre de par les difficultés de l'équilibre nutritionnel. Et à ce moment-là, une élévation de taux va définir ce que nous, on appelle une situation de décompensation, dans lesquelles il va être indispensable de mettre ce qu'on appelle un régime d'urgence, un traitement d'urgence, et de voir et de suivre de façon très, très précise, très rapide, son efficacité, parce que le pronostic de l'enfant tient à cette efficacité. Et donc, on définit comme ça des stratégies, et il est absolument important pour ce suivi qui est à partir d'un métabolite, et finalement on rejoint les premières diapositives, on rejoint ces diapositives parce que pour suivre la leucinose, le taux de leucine est absolument indispensable, et le dialogue avec le biologiste en lui indiquant si ce dosage de leucine doit être fait en urgence, en extrême urgence, ou au contraire, si c'est un taux qui est fait pour un contrôle systématique.
pour ce qui est des perspectives et que peut-on imaginer sur l'évolution de la biologie dans les maladies métaboliques dans les prochaines années? Alors aujourd'hui, on est un petit peu à l'ère des approches qu'on appelle les approches omiques, c'est-à-dire des approches non ciblées. Et finalement, ces approches omiques, elles peuvent se décliner pour toutes les approches diagnostiques dont on a parlé, avec tout d'abord la métabolomique. La métabolomique, donc c'est vraiment l'étude non ciblée de l'ensemble des métabolites dans un milieu biologique. Aujourd'hui, des outils sont disponibles, sont possiblement disponibles dans différentes unités qui sont en général pour l'instant plutôt des unités de recherche, puisque par cette approche de métabolomique, on peut avoir accès à plusieurs dizaines de milliers de métabolites. Et aujourd'hui, on se heurte quand même à une difficulté qui est une difficulté de traitement des données et d'interprétation qui reste aujourd'hui limitée à la recherche. On peut également, dans ce monde des omiques, imaginer une approche en protéomique. Donc là, c'est vraiment étude de la fonction simultanée de différentes protéines. Et aujourd'hui, ces approches de protéomique ont très peu d'applications imaginées, en tout cas dans les maladies métaboliques. Enfin, la dernière approche non ciblée que l'on peut imaginer, c'est l'approche génomique. Et cette approche génomique, à la différence des deux précédentes, est déjà mise en place en diagnostic en France, mais aujourd'hui, elle est limitée aux cas non résolus par nos approches classiques. Encore une fois, on a une performance diagnostique qui est déjà importante par nos approches diagnostiques classiques. Et donc, cette approche en génomique, c'est-à-dire la étude de la totalité du génome et recherche d'anomalies génétiques sur la totalité du génome sans préjuger d'un gène particulier qui sera muté ou d'une protéine déficitaire, aujourd'hui peut représenter moins de 10% des cas, en tout cas dans nos applications maladies métaboliques. Parmi les perspectives, on peut également imaginer développer de plus en plus de tests fonctionnels dans les cellules ou dans les tissus. Jean-François a parlé tout à l'heure de certains tests fonctionnels qui aujourd'hui sont développés et accessibles en France, mais on peut peut-être imaginer étudier d'autres voies métaboliques et d'autres systèmes en développant d'autres cibles et d'autres tests fonctionnels. Enfin, les modèles animaux peuvent également nous permettre de mieux comprendre certaines pathologies et de mieux arriver à approfondir certaines approches thérapeutiques. Donc, pour terminer, donc on a un tout petit peu dépassé, on s'en excuse par avance. On espère vous avoir convaincu que ce soit la clinique ou la biologie, finalement, tout cela est extrêmement intriqué et indissociable, puisque d'une part, en fonction de la symptomatologie clinique, eh bien, le bilan biologique, qui va être un bilan biologique de première intention, va être indispensable pour ensuite orienter le bilan biologique spécialisé, donc avec les différents examens que l'on a à notre disposition et dont on vous a exposé les différents principes. L'objectif partagé de ces différentes approches étant bien évidemment de réaliser le diagnostic de manière la plus performante possible, bien évidemment mettre en place un traitement lorsqu'il existe et suivre ensuite l'efficacité de ce traitement. Donc il y a vraiment, pour nous, ce qui est extrêmement important dans cette biologie des maladies métaboliques, c'est que finalement la biologie toute seule, elle est rien et qu'il est indispensable d'avoir un dialogue avec nos cliniciens pour pouvoir adapter au mieux l'approche diagnostique et pour bien sûr pouvoir répondre avec les meilleurs examens en fonction du contexte. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Encore désolé pour le délai moyennement respecté. Bien sûr, on est complètement disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. Je n'en vois pas. Moi, je n'en vois pas non plus. Et puis, désolé aussi, le sondage était un petit peu trop restrictif. Je suis vraiment confuse. J'ai vu plusieurs commentaires sur je m'y retrouve pas. Je suis vraiment désolée. On n'avait pas pensé à toutes les cases et avec toutes nos excuses. Alors, il y en a qui demandaient si ça s'est
Claire Gay, oui, elle doit être mise sur le… Bon, ça, je pense qu'Aza a répondu, ce sera disponible sur le site. OK. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on va une nouvelle fois vous remercier, puis peut-être clôturer cette session en vous souhaitant une bonne journée, du coup. Oui, je pense que là, il n'y a effectivement pas de questions. Bah, merci pour votre attention, du coup. Merci. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.